Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée au cours du jeudi 4 juin, donc cours durant lequel nous allons corriger l'activité que vous aviez à traiter pour aujourd'hui, qui était en fait un exercice issu de l'abo-lycée, donc l'énoncé comme le corrigé viendra de l'abo-lycée. Vous aviez également pour aujourd'hui à lire les deux activités du livre, pages 516 et 540. Page 516, ça permettait de présenter la chaîne de transmission de l'information, ce qui va être qu'on va reprendre dans le chapitre 18, donc, qui sera donc notre dernier chapitre, et l'activité page 540 qui permettait de présenter les différents types de transmission. Donc on va aborder plutôt ce deuxième point là dans cette activité. Alors cette activité commençait par un texte assez long qui présentait les différents types de transmission possibles par donc fibre optique, satellite et puis câble électrique en cuivre, donc satellite avec les ondes électromagnétiques hertziennes. Donc tout ça a été présenté là. Ensuite vous aviez des données, la latence, donc on vous présentait ce que c'était, donc délai avec correspondant à durée de transmission plus durée de propagation. La durée de transmission, vous voyez comment on pouvait la calculer à partir de la taille du fichier et du débit. La durée de propagation, donc correspond à la durée nécessaire pour que les données aillent de l'émetteur au récepteur. On vous présentait l'atténuation avec un logarithme décimal. L'unité c'est les décibels, donc puissance d'entrée sur puissance de sortie, donc le log de tout ça x 10. L'atténuation linéique qui est égale à l'atténuation sur la longueur en kilomètres, puisqu'on est en décibels kilomètre moins 1. On vous rappelait que log de 10 puissance x, c'est x, ce qu'on sait déjà, puisque pH égale moins log de la concentration en H3O+, donc concentration en H3O+, égale 10 puissance moins pH. On vous disait qu'un octet était égal à 8 bits, un kibioctet 1024 octets, un mégabit par seconde, 1000 kilobits par seconde. On vous disait que l'indice de réfraction du verre était 1,5, que la célérité de la lumière dans le vide, 3 à 10 puissance 8 mètres secondes moins 1, que l'indice de réfraction du verre ici était... on vous expliquait comment le calculer à partir de la célérité de la lumière dans le vide et de la vitesse de propagation de l'onde électromagnétique dans le verre. C'était un exercice sur 10 points, donc à traiter en principe en 1h40. Alors, première question, indiquer à l'aide d'un tableau les trois procédés de transmission de l'information évoqués ainsi que leurs avantages et inconvénients. Donc les trois procédés, c'était la fibre optique, le câble électrique en cuivre, ainsi que les ondes électromagnétiques externes. Donc les avantages et inconvénients étaient présentés ici. Bon, le plus important pour la fibre optique, c'est le débit de données important et les faibles pertes en ligne. L'inconvénient, c'est qu'il faut créer le réseau. L'avantage du câble électrique en cuivre, c'est le réseau existe. L'inconvénient, c'est que les débits sont faibles. Et les ondes électromagnétiques externes, les débits sont faibles et les coûts de réception sont élevés, parce qu'ils nécessitent une parabole. Mais par contre, on peut aller même dans les zones dites blanches, quoi, les zones où la création d'un réseau à haut débit filaire est plus difficile parce que la densité de population est trop faible ou parce que c'est moins accessible du fait du relief, par exemple. Question 2. Quel mode de transmission correspond à une propagation guidée ou libre? Alors guidée, c'est quand ça passe par des câbles, donc par exemple la fibre optique ou le câble électrique, et libre, c'est quand ça s'est transmis dans l'air, donc les ondes hertziennes. Les ondes électromagnétiques hertziennes, c'est une propagation libre. La communication optique pour la transmission d'informations utilise un faisceau laser. Les principales propriétés d'un faisceau laser, vous en avez 4 à connaître. Monochromaticité, directivité, concentration spatiale et temporelle de l'énergie. On peut rajouter cohérence. La fréquence des signaux transmis par satellite est de 20 GHz. Longueur d'onde, donc nu égale C sur lambda, donc lambda est égal à C sur nu. Vous avez C, vous avez la fréquence. Attention, giga c'est 10 puissance 9. Ces signaux sont-ils susceptibles d'être significativement diffractés par des objets à la surface de la Terre tels que des immeubles ou des collines? Alors on a le phénomène de diffraction quand on a une onde dont la longueur d'onde est plus petite, quand on a plutôt un obstacle ou une ouverture dont la taille est plus petite ou du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Ici la longueur d'onde calculée elle fait 1,5 cm. Donc c'est pas des obstacles comme des immeubles ou des collines qui vont diffracter l'onde, hein, puisque la taille des obstacles est beaucoup plus grande que notre longueur d'onde, hein.
Je rappelle, la longueur d'onde calculée ici, 1,5 cm. La taille d'un immeuble ou d'une colline, on est beaucoup plus grand que 1,5 cm. Et du coup, conclusion, quelle doit être l'orientation des antennes des relais terrestres par rapport aux satellites géostationnaires pour permettre la transmission Internet? Et bien directement vers le satellite, puisque comme le faisceau ne va pas être diffracté, il ne va pas s'élargir. Et donc il faut viser directement le satellite. D'où l'intérêt qu'il soit géostationnaire, parce qu'il reste à l'aplomb du même point de la Terre. Autrement, on serait obligé de bouger les paraboles en permanence pour réussir à avoir l'information du satellite. Alors, retrouver la valeur de la vitesse de propagation de la lumière dans une fibre optique donnée dans l'article du magazine. Donc, ce qui était donné dans l'article, c'était 200 000 km par seconde. On peut le calculer en utilisant V égale C sur N, puisque l'indice de réfraction N est égal à C sur V. Donc, V égale C sur N. C était fourni. N, l'indice de réfraction du verre, était donné aussi, 1,5. 300 000 km seconde moins 1 divisé par 1,5, ça nous fait bien 200 000 km seconde moins 1. Vérifier que l'atténuation linéique d'un signal transmis par fibre optique est de 0,18 décibels km moins 1. Alors, on revient aux données. L'atténuation, c'est 10 log de puissance d'entrée sur puissance de sortie. Alors, l'atténuation, donc, elle est en décibels km moins 1. Donc, en fait, on veut essayer d'estimer la puissance de sortie au bout d'un kilomètre. Comme on nous dit que l'atténuation avec une fibre optique est de 4% par kilomètre, donc ça veut dire qu'on a 100% au départ, un kilomètre plus loin, on n'a plus que 96%. Donc la puissance d'entrée, enfin la puissance de sortie n'est plus égale au bout d'un kilomètre qu'à 0,96 fois la puissance d'entrée, puisqu'on appelle. Donc l'atténuation, ça va nous faire 10 log de puissance d'entrée sur 0,96 fois puissance d'entrée. Donc l'atténuation au bout d'un kilomètre. Et bah, donc on va se retrouver avec cette puissance du coup qui va nous faire A égale 10 log de puissance d'entrée sur 0,96 fois puissance d'entrée, donc A égale 10 log de 1 sur 0,96. Et quand vous faites 10 log de 1 sur 0,96, et ben vous trouvez 0,18 décibels km moins 1, puisque c'est au bout d'un kilomètre qu'on a calculé tout ça. Comparer cette valeur à celle d'un signal transmis par un câble électrique 10 décibels km moins 1, bon évidemment c'est bien meilleur, hein. On a une atténuation avec la fibre optique qui est très faible, d'où l'intérêt de la fibre optique qui permet de transmettre de l'information sur des très grandes distances, sans avoir à répéter le signal trop fréquemment, même si quand on est en transcontinent, donc via les océans, on est obligé de les répéter quand même régulièrement. La longueur d'un système de communication par fibre optique qui relie New York à Brest est de 7500 km. Quelle atténuation devrait-on constater sans amplificateur optique sur un signal transmis entre deux villes? Alors, l'atténuation, on vient de dire qu'elle valait 0,18 décibels km moins 1. Donc, ça, c'est notre coefficient ici d'atténuation linéique en décibels km moins 1. Donc, l'atténuation, elle va valoir 0,18 km moins 1 fois 7500 km. Et donc, quand vous faites le calcul, vous trouvez 1350 décibels. Donc 1350 décibels, donc ça va être notre atténuation. Et donc on vous demande ensuite en déduire la perte de puissance correspondant à cette atténuation et comparer avec ça dans le texte. Donc comme on sait que A est égal à 10 log de puissance d'entrée sur puissance de sortie et qu'on a trouvé que ce A il valait 1350 décibels. Donc ça signifie que log de puissance d'entrée sur puissance de sortie, ça va faire A sur 10, donc ça va faire 135 ici. Et donc la puissance d'entrée sur puissance de sortie, ça va nous faire 10 puissance 135. Donc ça signifie que la puissance de sortie sera 10 puissance moins 135 fois la puissance d'entrée. Donc la puissance de sortie sera 10 puissance moins 135 fois plus petite que la puissance d'entrée. Donc elle sera quasiment infiniment plus petite parce qu'on a un 1 qui est précédé par 135 zéros quand même. Comparer cette valeur avec celle indiquée par le document sur la fibre. Alors sur la fibre, c'était pas tout à fait 10 puissance moins 135 qu'on obtenait, mais 10 puissance moins 130. On voit que l'ordre de grandeur est là, puisque nous on a fait tout ça à partir d'une valeur avec un seul chiffre significatif, hein. On a commencé le calcul pour l'atténuation linéique à partir de ce 4%. Donc comme on n'avait qu'un chiffre significatif ici, bon, il est certain qu'on a forcément une petite variation avec notre résultat ici qui est donné avec 3 chiffres significatifs. Il aurait fallu que le pourcentage de perte soit un peu plus précis pour qu'on tombe pile sur 10 puissance moins 130.
Alors, on continue. Euh, À l'aide des notions de durée de propagation et de durée de transmission, interprétez la phrase. L'intérêt de la fibre optique réside non pas dans la vitesse, mais dans la possibilité d'y propager des données à un débit, c'est-à-dire un nombre de bits par seconde largement supérieur à celui accessible dans les autres matériaux connus. Bien, en fait, d'après le texte, hein, la vitesse de propagation de la lumière ou des signaux électriques, c'est la même. La durée de propagation va être la même. Donc, c'est la durée de transmission qui va être plus faible dans une fibre optique. Pourquoi elle va être plus faible? Eh bien, parce qu'on aura un débit plus grand. On a un débit d'information plus grand. Alors, il y a un exemple qui est pris dans la correction qui est très bien. Je vous laisse le lire. Ici, vous l'avez en bleu, là, pour bien comprendre la différence entre durée de propagation et durée de transmission. Donc nous, comme dans cet exemple en bleu, la durée de propagation est la même. Mais comme la deuxième personne parle plus vite que la première, elle a un débit de parole plus important, donc la durée de transmission est plus courte. Et comme la durée de transmission est plus courte, eh bien la durée totale, donc la latence, va être plus courte aussi. Alors, question 3.2. Quelle est la durée de transmission d'une page du blog lorsque 15 élèves d'un établissement offrant un débit de 3 mégabits seconde moins 1 se connectent individuellement et simultanément? Alors, donc on a une page de blog qui vaut 1000 kilooctets. Vous savez que la durée de transmission, c'est n, la taille du fichier, divisé par d, le débit. Là, la taille du fichier, c'est 15 000 kilooctets. Pourquoi 15 000? Parce qu'on a 15 élèves qui lisent cette page de blog en même temps. Une page de blog, 1000 kilooctets, 15 élèves sur cette page de blog, 15 000 kilooctets. Donc la taille du fichier à transmettre, c'est 15 000 kilooctets. Le débit, c'est 3 mégabits seconde moins 1. Donc là, il va falloir transformer ce 15 000 kilooctets en bits. Un octet, c'est 8 bits. Un kilo, c'est 1000 octets. Donc en fait, ça nous fait 15 000 fois 1000 fois 8. Kilo pour 1000 et puis octet, c'est 8 bits. Donc ça nous fait 15 millions fois 8, ça fait 120 millions de bits. 120 millions de bits, ça c'est la taille du fichier en bits. Le débit, c'est 3 mégabits, donc 3 millions de bits. Ici, delta T, c'est n sur d. On a 120 millions de bits divisé par 3 millions de bits seconde moins 1. Donc on va se retrouver avec une durée de transmission qui sera de 40 secondes. 120 millions divisé par 3 millions, ça fait 40 secondes. Et l'intérêt du très haut débit, on multiplie au minimum par 10 le débit. Donc on divise par 10 du coup la durée de transmission. On passe de 40 secondes à 4 secondes. Ce qui est plus confortable évidemment, hein, parce que si on doit attendre 40 secondes pour lire chaque page de blog, c'est fastidieux. Estimer la durée de propagation qu'observera un élève résident en France pour consulter la page de blog hébergée aux États-Unis. Bien, on a vu que la vitesse de propagation c'était 200 000 km seconde moins 1. On peut estimer à 10 000 km la distance France-États-Unis. Donc on se retrouve avec vitesse égale distance divisée par durée. Donc durée égale distance sur vitesse. Donc ça nous fait 10 000 km divisé par 200 000 km seconde moins 1. On se retrouve avec 0,05 secondes. Donc 5 10 moins 2 secondes. Donc 5 centièmes de seconde. Si on double le débit d'un établissement, permettra-t-il de diviser par 2 la latence? Alors la latence, je rappelle qu'il s'agit de la durée de transmission plus la durée de propagation. En doublant le débit, on va diviser par 2 la durée de transmission, mais on ne va pas changer la durée de propagation. Donc on ne peut pas dire que mathématiquement, on va diviser par 2 notre latence. Par contre, la durée de propagation étant quand même beaucoup plus courte que la durée de transmission, si notre fichier est un peu volumineux, on y arrivera quasiment. Parce que là, on a vu que tout à l'heure, on a calculé que la durée de transmission était 40 secondes, alors que la durée de propagation c'était 0,05 secondes. Donc la durée de propagation était négligeable devant la durée de transmission. Donc voilà. Alors, ici vous avez la correction de la Bollicée avec, intéressant, les barèmes qui vous indiquent un peu le temps à passer sur chaque question. Et donc là, l'exemple était pris donc avec
un débit de 100 mégabits seconde moins 1, on avait une latence qui faisait 0,05 secondes, parce que ça change pas, plus 1,2 secondes, donc environ 1,2 secondes. Et si on double le débit, eh bien la durée de propagation passe de 1,2 secondes à 0,6 secondes. La durée de transmission, pardon, passe de 1,2 secondes à 0,6 secondes. La durée de propagation ne change pas, toujours à 0,05 secondes. Donc on voit que la latence est presque divisée par 2, mais pas tout à fait. Après, si la taille du fichier est plus importante, eh bien là on aura une latence qui sera divisée par 2, même si mathématiquement ça restera faux, puisqu'il n'y a que la durée de transmission qui est divisée par 2, pas la durée de propagation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain pour la classe virtuelle.